la chaîne de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, vient-il maintenant cracher sur la soupe, ou voudrait-il scier maintenant l'arbre, non pas sur lesquels seulement ils sont assis, mais que les Congolais, dans une certaine mesure aussi, sont assis. Et vous pensez qu'on va permettre à ce qu'aujourd'hui, que tout cela soit bafoué comme ça, c'est-à-dire cette révolution de la modernité ou bien cette vision du chef de l'État que nous avons défendue, ou qu'on va permettre aux traîtres de prospérer? La réponse est non. Nous sommes là comme des gardiens. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait tout simplement dire qu'en face de nous, tous ceux-là qui voudraient s'inscrire dans la logique inverse, ils nous trouveront sur les chemins. Nous n'avons pas les moyens qu'ils ont, mais peut-être nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, la conviction et la détermination. Nous sommes des gens déterminés. Nous croyons. Alors fondamentalement, nous croyons vraiment fondamentalement à la vision et à la personne de Joseph Kabila. Là, de ce côté-là, il ne faut même pas qu'on nous pose des questions par rapport à ça. Et je vais vous le dire, que nous irons jusqu'au bout de notre logique. Nous irons jusqu'au bout de notre logique parce que nous aimons ces pays. Parce que nous sommes en train de voir la transformation en profondeur qui se produit dans notre pays. Il n'y a qu'à circuler, il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à écouter, il n'y a qu'à lire, il n'y a qu'à, bref, à utiliser tous ces éléments vitaux pour se rendre compte de l'évidence que la révolution de la modernité est en train de produire des fruits dans notre pays. Maintenant, nous n'avons pas la prétention de dire que la révolution de la modernité ne peut être défendue que par cette personne. Nous les défendons tous les jours en tant que communicateurs et certains aussi de la majorité le font. Mais la particularité, c'est que nous nous engageons dans la lutte. Contre qui? Contre ceux-là qui voudraient maintenant l'anéantir. Voilà. Pasteur, vous, homme des dieux aussi, politique, l'inspiration devait être de votre côté pour trouver quelque chose d'assez original. Mais est-ce que vous pensez, comme l'a dit Papi, vous n'avez pas assez de moyens? Ces gens ont un parcours politique rigide. Est-ce que vous êtes prêt à vous affronter contre Kyungu, contre Olivier Kamitato? Ce sont des gens qui ont commencé la politique très longtemps, peut-être avant vous. Êtes-vous prêt pour cette bataille? Je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question. Aussitôt, j'ai une pensée pour David face à Goliath. Parce que vous me décrivez un Goliath, Kyungu, Wakumwanza, Olivier, pour ne citer que les noms que vous venez de relever. Et les autres? Christophe et les autres, oui, que vous considérez comme très grands, tout puissants, et que nous serions, nous, incapables de montrer notre engagement. Par rapport à vous? Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que cette chose est née de l'engagement. Yves Kissombe l'a dit tout à l'heure. Il faut qu'en politique, les uns et les autres soient capables de montrer leur engagement. Quand vous venez en politique, vous y venez pourquoi? Pourquoi faire? Vous vous engagez à quoi? Quelle est la conviction qui bouillonne en vous? J'étais en Europe, je suis revenu dans ce pays à la faveur d'un pardon. Convaincu que tout pouvoir vient de Dieu. Je me suis battu avec bien d'autres pour faire la campagne du président de la République qui a gagné les élections. Et autour de lui, beaucoup d'autres camarades, dont ceux qui sont partis. Nous étions ensemble dans un avion. Et le pilote s'appelle Kabila Joseph Kabange. Et nous avons décollé ensemble. Comprenez-moi bien. Décollé ensemble. Et au moment où nous parlons, l'avion est dans les hauteurs. Dans la vitesse de croisière. Dans la vitesse de croisière, subitement, il y a des gens qui se disent « Oh là là, ouvrez, nous voulons descendre ». Mais parce que, est-ce que l'avion ne veut pas descendre alors que l'aéroport est là? Ceux qui prennent le risque de descendre de l'avion alors que celui-ci est en plein vol se jettent à la mort politique.
Et nous qui sommes à l'intérieur de l'avion, nous leur disons, revenez à votre place parce que vous avez tort, il n'y a pas d'arrêt dans le ciel. Attendez que l'avion atterrisse avec le pilote, avec tout le monde à bord. J'ai entendu le président de la République quand il a dit « Je ne vous mènerai pas dans un suicide collectif ». Eh bien, ceux qui descendent se suicident politiquement. Je prends l'image de l'avion parce qu'on ne peut pas quitter l'avion avant que celui-ci n'arrive à destination. Ils se meurent, les gens qui partent. Mais nous, nous disons ceci, avec conviction, que ce à quoi nous avons cru est important pour ce pays, pour le présent de ce pays et pour l'avenir de ce pays. Et nous pensons que celui qui incarne cela très bien s'appelle Joseph Kabila. Et nous pensons que tous ceux qui sont autour de lui doivent travailler dans une synergie d'efforts et d'intelligence pour l'aider à mener ce pays à bon port. Nous ne sommes pas d'accord avec les hommes et les femmes qui se laissent instrumentaliser par les puissances d'argent, par les puissances extérieures, pour ramener ici la menace de la guerre et de la balkanisation. Nous sommes derrière le président de la République pour qu'ensemble, derrière lui, nous allions à l'émergence du pays. Et nous avons pour cela besoin du soutien de tout le monde, de l'engagement de tout le monde. Nous ne permettrons plus qu'il y ait des gens qui se retrouvent matin, midi et soir dans des ambassades, qui se laissent instrumentaliser par les ambassades pour détruire le pays, pour détruire la paix, pour détruire tous les efforts que nous menons pour amener ce pays vers l'émergence. Donc c'est pour ça que nous nous sommes dit gardiens du dogme. Il y a des choses qui se font dans ce pays que nous devons protéger derrière le président de la République. C'est pour cela que moi et mes amis, nous engageons dans ce combat et nous croyons que la finalité sera notre victoire et la victoire du peuple congolais. Très bien. Alors je passe la parole à Serge. Serge, vous vous engagez également dans une constellation. Vous avez dressé vraiment un mur pour ceux qui combattent le chef de l'État, qui combattent la révolution de la modernité. Mais un combat, une lutte autour d'une personne, est-ce que vous pensez que c'est un combat noble, une bataille noble à laquelle vous vous lancez? Je vais corriger. Ici, on parle de la vision du chef de l'État, qui est la révolution de la modernité. Ici, on ne dit pas que nous sommes en train de défendre le président Joseph Kabila. Ici, nous sommes en train de défendre une vision d'un homme qui s'appelle Joseph Kabila, la révolution de la modernité. Nous disons que la révolution de la modernité est une réalité. Nous sommes en train aujourd'hui, le peuple congolais est en train d'assister, et il y a d'autres qui sont en train d'écrire des pages d'un livre, et nous voulons qu'à l'horizon 2030, nous puissions témoigner de ce qu'a produit la révolution de la modernité. Aujourd'hui, il y a des indicateurs qui prouvent que nous sommes dans la bonne direction. Je souhaite qu'ensemble, nous puissions nous retrouver à ce grand rendez-vous en 2030, où nous allons vivre dans un Congo émergent et qu'en 2050, si Dieu nous donnait encore l'opportunité, que nous puissions vivre dans un pays développé. Et nous pensons qu'avec le président Joseph Kabila, aujourd'hui, il y a des indicateurs. Si vous permettez, j'essaie de les évoquer. Le président Kabila, lorsqu'il prête serment en 2001, le 26 janvier, il avait promis 3 choses. Il avait promis la paix et la réunification du pays. Il avait promis la reconstruction du pays. Il avait promis les élections. Ça a été effectif. En 2005, les gens se sont déployés pour parler de leurs projets, de leurs programmes, de leurs visions. Le peuple congolais dans son ensemble a adhéré. C'était une adhésion massive à la vision chère du président Joseph Kabila. En 2006,
la population lui a donné la confiance. Et en 2011, il a eu raison. Et la population a eu raison et a renouvelé cette confiance à travers les élections, à travers un discours, à travers une vision qui est la révolution de la modernité. Aujourd'hui, nous constatons que les personnes qui demandent aujourd'hui qu'on respecte la Constitution dispose que personne n'a le pouvoir d'écourter les mandats du président Kabila, les mandats du président élu. Parce qu'il a été élu pour une période de 5 ans, jusqu'à preuve du contraire. Le président est en train d'exercer conformément à la confiance, à la mission qu'il lui a confiée le peuple congolais, parce que le peuple congolais avait cru à la révolution de la modernité. Aujourd'hui, nous disons... Si personne n'a le pouvoir de l'écourter, personne non plus n'a le pouvoir de le rallonger. Bon, je pense que ça relève de la simple spéculation de la rumeur. On n'a pas parlé ici en termes de rallonger. Le président Kabila a été très clair. Et je pense ici, et je veux ici rappeler que le président nous a dit à Kingakati qu'il n'a jamais convoqué une réunion au cours de laquelle on parle de la révision de la Constitution. Ce sont des procès d'intention, ce sont les gens qui pensent qu'il fallait créer ces prétextes-là pour que ces prétextes soient considérés comme une espèce de blanchisserie. Et ce sont des gens que nous considérons comme des opportunistes. Nous devons nous assumer. Nous avons accepté de soutenir le président Kabila, de l'accompagner dans sa vision. Nous devons nous assumer. Quels que soient les résultats, nous devons nous assumer. Nous devons écrire l'histoire de ce pays. Les gens doivent nous interroger un jour. Alors, parce que nous devons être interrogés un jour, nous devons aujourd'hui protéger cette vision. Parce que la vision, elle est aujourd'hui une vision de tout le monde, de tous les Congolais. Moi, je n'attendrai pas demain pour vous interroger. Je vais vous interroger maintenant, puisque vous êtes défenseur, gardien, comme vous l'aviez dit, du dogme de la révolution de la modernité. Parlons-en, révolution de la modernité, qui est la continuité, au fait, des 5 chantiers. Mais quand on regarde aujourd'hui les 5 volets, on prend le secteur emploi, on prend l'eau, l'électricité, l'éducation, logement aussi. Quel est le bilan concret que vous, Yves Kisombe, vous allez présenter au peuple, par exemple, même à une année de la tenue des élections? Oui, moi prenez le secteur qui vous plaît. Oui, Floride, j'aime bien répondre simplement à des questions claires et simples. D'abord, l'heure du bilan à proprement parler n'a pas sonné, mais pas à pas, en suivant l'action gouvernementale sur ces questions, nous nous rendons compte que par rapport aux besoins humains fondamentaux qui constituent sur différents axes le programme de la révolution de la modernité, nous voyons qu'il y a des résultats. Lorsque, par exemple, il est question de faire émerger un pool d'intelligence, de savoir-faire dans notre pays, nous savons le prix que le gouvernement de la République, conformément à cette vision du président de la République, fournit comme effort qui donne des résultats, que ce soit dans l'enseignement primaire, secondaire, que ce soit au niveau supérieur. Vous savez, l'implication du gouvernement pour l'amélioration des infrastructures, mais également des programmes et du cadre général de l'enseignement dans notre pays. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais vous savez qu'il y a des résultats dans ce domaine très précis, et ce n'est pas, par exemple, le Premier ministre Matata et les ministres sectoriels qui me contrediront, tant ils sont au devant de la scène pour marteler sur ces efforts. Nous le suivons tous les jours à la télévision. En ce qui concerne la santé, l'éducation, je viens de le dire, la santé mêmement, vous savez, en termes de résultats sur non seulement les principales maladies dans notre pays, les efforts qui sont fournis, la malaria, la tuberculose, mais les épidémies, vous voyez comment notre pays a su gérer et est un exemple en matière de lutte contre Ebola, mais par rapport aux questions structurelles de la santé, sur les infrastructures, sur la formation des médecins et des spécialistes, qui a toujours été quelque chose d'excellent chez nous, mais également qui continue à constituer un axe essentiel. Mais sur l'économie et les avancées sociales, vous savez les efforts que le gouvernement fait. Le gouvernement a maîtrisé le cadre général de l'économie de notre pays. Il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus de variations problématiques du taux de change, une croissance. Ce sont les conditions sine qua non du redressement économique. Alors, le miracle économique n'a pas encore eu lieu parce qu'il fallait dans ce pays reconstituer un tissu économique complètement détruit, parce que nous avons hérité, après l'indépendance et dans les années qui ont suivi,
d'une situation catastrophique. Vous le savez, dans notre pays, c'est le bilan de la Deuxième République. Ça, on ne peut pas l'oublier. Il faut reconstruire une économie, redresser l'économie. Nous sommes sur cet élan. Et si nous poursuivons les efforts, hein, et je suis favorable à davantage d'accélération du processus. Nous ne disons pas que c'est parfait, mais nous sommes, comme a dit Serge Kadima tout à l'heure, sur la bonne voie. Nous sommes dans la bonne direction. Nous sommes à la croisée des chemins. Ce n'est pas le moment. Attendez, Floride, je vais passer la parole. S'il vous plaît, rapidement. Oui. Nous venons défendre la révolution de la modernité parce que personne d'entre nous ne vous dira qu'il aime plus Joseph Kabila que le Congo. Je peux vous affirmer que j'aime plus le Congo, d'abord le Congo, que le président Kabila. Si je soutiens la vision de cet homme, c'est simplement parce que je me dis, ah, il aime le Congo autant que moi, et son programme, sa vision, hein, j'y adhère seulement parce que si aujourd'hui le président Kabila, dans son propos, dans son agir, se détachait de cet amour du Congo, mais je serais le premier à le dénoncer. Donc ce n'est pas un soutien aveugle, ce n'est pas, nous sommes des gardiens du dogme de l'amour du Congo. Très bien. Et nous savons que personne, à travers sa pensée et son agir, personne n'est plus un exemple de patriotisme que le président Joseph Kabila. C'est seulement à ce prix-là, c'est parce que nous aimons plus le Congo que tout. Papi Tamba, il vient de le dire tout à l'heure, si aujourd'hui le chef de l'État arrivait à se détacher de l'amour du Congo, lui aussi il va se détacher du président de la République. Évidemment. Je l'espère également pour vous. Mais les autres qui sont partis ont estimé, à chacun d'estimer de sa façon, ils ont estimé que le chef de l'État s'est détaché de l'amour du Congo. C'est un combat sur des valeurs républicaines, c'est un combat sur les questions fondamentales qui touchent au pays. Ce n'est pas de la trahison comme vous le dites. Monsieur Fleury, votre question, je pense, devait aussi appeler à une réponse qui, de mon point de vue, serait triviale parce que les faits sont têtus. Ils sont partis parce qu'il semblerait qu'il y aurait une manœuvre de réviser la Constitution pour prolonger les mandats de chef de l'État. Du moins, c'était le leitmotiv, la raison majeure évoquée. Les chefs de l'État viennent les contredire et vous êtes des journalistes, c'est à vous maintenant d'aider la population pour vérifier maintenant si dans les parcours du chef de l'État, il y aurait une manœuvre, quelque part, il y aurait un salon où il aurait discuté. À vous aussi qui avez participé en tant que membre de la majorité présidentielle, de nous aider, parce que l'opposition n'y voit toujours pas clair. La communication. Non, le problème qui est, j'essaie de vous dire. Oui. Donc, si vous trouvez un tel élément, vous venez l'opposer au chef de l'État et peut-être nous dirons que nous avons tort. Alors, parce qu'ils n'ont pas raison, partant des faits, donc c'est que la motivation se trouve ailleurs. Je pense qu'il y a certains amis sur les plateaux ici qui ont essayé d'évoquer cela. Il y a des gens qui pensent que nous sommes tellement noirs et qu'eux, ils doivent se laver. Ils doivent chercher des mécanismes pour se blanchir. Parce qu'ils pensent qu'on est noirs, alors que nous ne le sommes pas du tout. Nous sommes à la croisée des chemins où les ambitions s'affirment, où les ambitions des uns et des autres se présentent aussi. Maintenant, c'est question de dire clairement au peuple congolais que nous avons des ambitions et que nous voudrions que ces ambitions-là, nous puissions, le moment venir, les porter peut-être devant la population, devant le peuple congolais, et que par rapport à cela, nous prenons notre distance. Je pense que personne ne pourrait les reprocher. Les ambitions en politique, ce n'est pas un péché de les avoir. Mais là, nous pouvons les reprocher, c'est parce que lorsque vous commencez à mentir, ce n'est pas pour rien que le chef de l'État est revenu sur les premiers mots parmi les règles qui nous ont donné la vérité. Lorsque vous commencez à mentir pour justifier quelque chose, là c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer et ça devient diabolique. Et notre pays n'en a pas besoin. Parce que, je vais vous le dire, permettez-moi de citer le chef de l'État, il a dit dans son discours en 2011 à Kinshasa, quand nous étions là, que le peuple congolais connaît son histoire. Il connaît aussi ses politiciens. Il sait qui est qui dit quoi, qui fait quoi, surtout qui a la parole, qui n'a que la parole. Pourriez-vous, en toute objectivité et logique, comprendre qu'aujourd'hui, un vieux comme Gabriel Kyungu, que nous respectons, se permettre de donner des leçons de morale sur les respects de la Constitution et des délais constitutionnels, alors que lui-même a géré l'Assemblée provinciale du Katanga pendant 8 ans. Je pense que à un moment, il doit y avoir... Ne perdons pas le sens de la mesure. Nous devons quand même respecter ce peuple congolais.
lorsqu'on n'a pas été conséquent et logique en temps utile soi-même. C'est-à-dire, vous faites 5 ans, vous dites je suis tellement légaliste, hein, je préfère démissionner et faire pression même à la CENI, faire pression au gouvernement pour dire que nous voulons des élections. Nous sommes en train de vivre une situation que la Constitution ne tolère pas. Bon, pas qu'elle ne tolère pas, mais que nous sommes en train de vivre une situation qui nous pose un problème de légitimité. Il pouvait en ce temps-là les présenter comme état greffe lui-même. Il est resté à l'aise dans cette situation. Et tout indique que s'il n'y avait pas les démembrements aujourd'hui, et qu'il était encore assis confortablement sur sa chaise en tant que président de l'Assemblée provinciale, il n'évoquait même pas ces problèmes. Maintenant, aujourd'hui, il veut évoquer le problème du respect de la Constitution pour les autres, mais non pas du respect des délais pour lui-même. De qui se moque-t-on? Nous sommes là, M. Fleury, je pense que vous êtes revenu sur ça, permettez-moi de les aborder encore. Les référents l'ont fait, les pasteurs l'ont fait, à juste titre, mais moi je veux encore insister. Comprenez qu'en face de nous, nous sommes des gens déterminés. Vous savez, et plutôt pas en face de nous, nous sommes des gens déterminés, mais nous avons eu en face de nous par le passé des gens qu'on considère comme étant des grands dans ces pays. Je dis bien des grands dans ces pays qui ont pensé que par les moyens dont ils peuvent disposer, qui ont pensé que par l'aura qu'ils pourraient avoir, imaginaire ou pas, qu'ils pouvaient arriver soit à nous faire taire, et qu'il pouvait aussi arriver à ce que notre engagement vis-à-vis de la révolution de la modernité subisse un coup de massue, au point qu'il pourrait facilement nous étouffer. Je vais vous dire la vérité. Oui, nous sommes toujours là, non pas seulement fidèles au poste, mais aussi déterminés que les premiers jours. Et ces gens-là, ils ont finalement compris un jour qu'ils avaient pris la mauvaise direction. Très bien. Ce n'est pas le temps pour leur citer les noms ici. Donc, nous ne lâcherons pas. On verra. Je vais revenir sur quelque chose qu'avait dit Yves. Cette question, je vous la pose. Yves a dit que le chef de l'État était un homme providentiel. Mais Moïse était également un homme providentiel. Quel Moïse? Moïse de la Bible. Moïse de la Bible, un homme providentiel. Oui. Il est venu de Dieu. Oui. Il a conduit le peuple pendant la marche. Mais Moïse a failli. Et je crois que la Bible vous apprend que la seule personne qui ne faillit pas, c'est le Seigneur. Voulez-vous corriger Yves sur ce point de vue-là? Et parce que vous pensez que quand on dit qu'un homme est providentiel, on voudrait dire que c'est un homme qui n'a pas de péché. Il n'a pas failli. Non, il a dit ça. Attendez. C'est pas ce que vous avez dit. Absolument. Il n'a pas failli en quoi? Il n'a pas failli dans son engagement à défendre les intérêts du pays. Il est un humain comme tout autre humain. Oui. C'est pour ça qu'il a, c'est pour ça qu'il a des conseillers. Mais ici, nous parlons d'engagement. Depuis le début de cette émission, de l'engagement d'un homme qui a une vision. Attendez. Nous sommes en train de parler plus d'une institution que tout simplement d'un humain, d'un homme. Président de la République dans un pays de démocratie est une institution. Et il appartient aux citoyens d'un pays de se battre pour défendre les institutions, pour protéger les institutions. Nous, en tant que patriotes, nous disons que nous ne pouvons pas laisser les instruments de l'étranger s'attaquer au fondement de nos institutions, en s'attaquant au président de la République. On s'attaque à un élément fondamental de ce pays. Donc c'est pour ça que nous disons attention. Un homme providentiel, parce que en tant que pasteur, je le comprends parfaitement, tout pouvoir vient de Dieu. Je ne peux pas en dire autrement. Il a raison, M. Kisombe. Maintenant, a des limites aussi. Un pouvoir qui vient de Dieu n'a de limites que lorsque Dieu le dit. Et aujourd'hui... On n'est plus dans la République. On est dans la République quand on respecte et quand on fait respecter les institutions. Les institutions ont un mandat. Les institutions ont une durée. Les gens disent, oh non, nous nous battons contre Kabila parce que nous pensons que, à l'allure où vont les choses, Kabila va glisser. On n'est pas dans le réel là. On est dans des soupçons, dans des procès d'intention. On dit
que Kabila fera ça, alors parce qu'il fera ça dans le futur, nous devons le combattre aujourd'hui. Ils n'ont pas raison, parce qu'au moment où nous parlons, le mandat de Kabila Joseph court encore. Oui. Personne donc n'a le droit de dire, d'imaginer le futur de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas en 2016, nous sommes encore en 2015. Il nous reste encore beaucoup de temps. Et ça c'est une chose. Une deuxième chose. Une deuxième chose pour terminer. Dans une démocratie, la liberté est la règle. Nous devons débattre de toutes les questions imaginables. Nous devons aussi débattre des questions comme celles liées à la Constitution et à l'évolution de nos institutions. C'est un débat légitime. On l'a partout, y compris en France. Et quand vous avez un débat sur l'évolution des institutions en France, on ne prête pas des intentions au chef d'État français de faire quelque chose de juste pour son intérêt. Et donc, je crois qu'il faut que, quand on dit nous sommes des démocrates, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est que la démocratie, sinon les débats, y compris contradictoires. Membre de cette gardienne, j'aimerais également vous faire revenir sur une chose. Le chef de l'État a évoqué le concept, le mot vérité. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas compris le chef de l'État, parce que quand le chef de l'État parle de cela, vous pensez qu'il parle seulement au G7, mais aussi à vous, parce qu'il a dit qu'il n'avait jamais pris part à une quelconque réunion visant la révision de la Constitution, de la RDC. Mais chaque fois que vous passez dans les antennes de télé et que vous parlez de la révision de la Constitution, qui vous mandatez? Répondez à cette question. Moi, je pense qu'il faut poser la question à l'opposition, parce que c'est l'opposition qui a toujours fait l'éloge, la publicité sur la révision de la Constitution, parce qu'elle a besoin de réviser la Constitution pour les raisons qui sont propres. On l'a senti quand vous aviez dit que le peuple, la population congolaise, veut aujourd'hui que le chef de l'État continue son mandat. Vous ne l'avez jamais dit? Pour poursuivre son œuvre. J'ai dit ceci. J'ai dit il y a un visionnaire qui s'appelle Joseph Kabila, le président actuel. Lorsque je veux un peu faire marche arrière par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, par rapport aux réalisations concrètes, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Lorsque le président Joseph Kabila prend les pouvoirs, les Congolais, on estimait 8 Congolais sur 10 qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, il y a 5 Congolais qui vivent, 5 sur 10 des Congolais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a un progrès. Si nous gardons les caps, nous allons atteindre l'idéal, si je dois quand même être optimiste. Lorsque le président Joseph Kabila prend le pouvoir, il prend une courageuse décision de libéraliser le secteur des télécoms. Avec comme conséquence, aujourd'hui, nous avons plus de 15 sociétés de télécommunications qui engagent des Congolais avec des salaires minimum de 1 000 $. Donc, on a soulagé tant soit peu. Nous avions une seule entreprise de télécommunications. Aujourd'hui, on en a autant. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne suis pas autorisé de faire la publicité aujourd'hui. Ce sont les Congolais qui sont engagés, qui nourrissent leur famille, qui nourrissent les cousins, tous les frères et tous les amis qu'on sort. Donc, c'est grâce au président de la République, Joseph Kabila. Il a pris une courageuse décision de doter à notre République un système de quiétude à travers la paix. Il s'est sacrifié. Il nous a même donné, il a accepté même la formule qui n'a jamais existé au monde, les 1+4, pour avoir la paix. Avec comme conséquence, le secteur financier s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui, nous avons plus de 45 banques. Et dans ces banques, ce sont des Congolais, ce sont des filles et des fils de ces pays qui sont engagés. Ils ont des bons salaires. Logement. En termes de logement, il y en a, ils sont en train d'aller, c'est moi qui évoque un exemple. Oui. Alors, lorsque nous allons aujourd'hui dans les secteurs miniers, grâce aux courageuses décisions du président Joseph Kabila, vous avez vu combien des entreprises minières se sont installées en République démocratique du Congo. Et ces entreprises-là emploient des Congolais. Ce sont mes frères, ce sont mes compatriotes, mes sœurs qui travaillent dans ces entreprises-là. Ils ont de l'emploi. Ils savent payer les loyers, ils savent se vêtir, ils savent se nourrir.
C'est un progrès. Je ne dis pas qu'on a atteint l'idéal. Je ne dis pas que le président Kabila a fait tout ce qu'il fallait faire pour le peuple congolais. Mais nous sommes dans la bonne direction, comme je le disais. Ce sont des réalisations. Pour cela, je pense que le président Kabila doit être soutenu. Je pense que la vision du président Kabila, les efforts du président Kabila, le peuple congolais doit s'en approprier et faire notre cheval de bataille, la mission du président Kabila en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'exemples. Le président de la République, il a permis aujourd'hui qu'on crée une connectivité entre les zones de production et les zones de consommation. Ce n'était pas possible que nous puissions importer tout ce qui était comme produit alimentaire dans notre pays. Mais le président Kabila a créé cette connectivité-là. Aujourd'hui, avant le président Kabila, on faisait des semaines pour aller au Bas-Congo. Aujourd'hui, c'est dans moins de 4 heures. Si vous avez une bonne Jeep, dans 3 heures du temps, vous êtes au Bas-Congo. Et pour les dames, les mamans commerçantes, aujourd'hui, elles vous diront qu'elles font des bénéfices. Parce que les temps dans les commerces rapportent beaucoup. Quand nous partons aujourd'hui à Lubumbashi, nous partons à Lubumbashi, sous la direction du président Kabila, on a construit l'autoroute Kasumbalesa Lubumbashi. On mettait des jours pour faire ces tronçons-là. Aujourd'hui, dans 1h30, vous êtes à Kasumbalesa. Dans 1h30, vous pouvez regagner. Il y a des gens qui partent à Kasumbalesa le matin et ils rentrent le soir. C'est grâce au président Joseph Kabila. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut encore continuer à bénéficier avec le président Joseph Kabila. Alors, Yves, apparemment vous avez communiqué, vous de la majorité présidentielle, vous êtes ici en qualité des 7 gardiens du dogme de la révolution de la modernité, mais dans vos communications apparemment vous avez dit des choses qui n'engageaient pas le chef de l'État. Et que vous le disiez à titre privé. Il y a tellement... D'où la vérité. Merci Florian Toto. Pour répondre à votre question, je commencerai par dire qu'il y a tellement de choses concrètes évoquées ici par les uns et les autres, essentiellement dernièrement ici à l'instant par Serge Kadima, qu'on peut continuer. Toute la voirie urbaine à Kinshasa. Ça c'est déjà dit. Non, attendez. Imaginez toute la voirie urbaine à Kinshasa pour les axes principaux complètement reconstruits, sans lesquels la vie serait aujourd'hui impossible à Kinshasa. Alors, je ne dis pas que cet immense pays a suffisamment senti des résultats qui vont vers son émergence. Il y a encore beaucoup à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, laissez-moi vous dire la vérité en ce qui concerne les choses telles qu'on doit les percevoir en démocratie et telles que nous les percevons. Le débat est permis en démocratie. Ce qui est interdit, c'est d'interdire justement le débat démocratique. Il doit pouvoir être possible de dire dans ce pays que je veux que la Constitution soit changée. Mais ce n'est pas moi qui décide, c'est le peuple congolais. Le débat ne peut pas... Il y a une tentative de terrorisme intellectuel de la part de l'opposition dans ce pays. On n'a plus le droit de dire « moi je voudrais, moi j'aimerais que Joseph Kabila reste à la tête du pays ». Et s'il faut changer la Constitution pour ce faire, eh ben, je crois que l'intérêt supérieur de la nation, c'est qu'aujourd'hui Kabila... Puisque par exemple, moi c'est ce que je pense. Je pense que l'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui, c'est que ce que Joseph Kabila lui-même a dit... Ce que vous dites là... Non, ce que je dis m'engage moi. Non, ça n'a jamais été débattu. Nous n'avons jamais proposé de révision de l'article 220, de modification de la Constitution. Oba Minakou, secrétaire général de la majorité, a plusieurs fois répété que nous respecterons la Constitution du premier article au dernier. Parce que l'opposition veut respecter la Constitution dans les articles accommodants. Au 64, nous pouvons faire échec à toute tentative. Mais pour les 26 provinces, ils ne tiennent pas au respect de la Constitution. Nous voulons que la Constitution soit respectée. Et la Constitution n'interdit pas son changement. La Constitution interdit qu'on touche à des matières verrouillées par 220. Et nous n'avons jamais touché à 220. Mais est-ce que, bon Dieu, en tant que citoyen congolais, je peux proposer que l'on passe à la 4e République? Est-ce que j'ai le droit? L'opposition me dit que je n'ai pas le droit. Donc c'est du terrorisme intellectuel. Attendez, moi je ne suis pas le président. Moi je ne suis pas le président Kabila. Oui. Moi ma conviction personnelle, même pas en tant que communicateur de l'AMP, c'est qu'aujourd'hui, pour des raisons historiques personnelles, on n'est pas à un moment où, dans les 2-3 prochaines années, il faut changer de chef d'État dans ce pays. Pour des raisons d'équilibre stratégique, pour lutter contre les risques de balkanisation de ce pays. Aujourd'hui, Kabila est la cible d'intérêts impérialistes qui utilisent les Kamitatu, les Ndundu et les autres. D'ailleurs, je vais vous dire, bien sûr, je vais vous dire,
Les raisons avancées par exemple par Moïse Katumbi dans sa démission, moi j'ai pas de problème avec lui. Mais en anglais on dit bullshit, foutaise, c'est de la foutaise, excusez-moi d'être un peu terre à terre là-dessus. C'est de la foutaise. Nous savons tous que Moïse Katumbi démissionne pour des raisons de frustration personnelle. Il quitte le PPRD pour des raisons de frustration personnelle, d'égocentrisme, de vexation. Non, je crois que je n'ai entendu personne dire qu'il devait tout au chef de l'État à longueur de journée comme Moïse Katumbi. Je n'ai entendu personne dire que c'est Kabila qui l'a fait revenir d'exil, qu'il devait tout au chef de l'État. Personne n'a jamais autant ressassé cette phrase-là. Et vous êtes là pour la restauration de la vérité. Donc, ce n'est pas pour des raisons de respect des droits de l'homme, oui, de révision de la Constitution. Non, ce sont des raisons. Et les autres, c'est des raisons de positionnement politique. Parce que nous savons très bien qu'ils n'ont pas eu les ministères qu'ils voulaient, qu'ils n'ont pas été... José Ndounou, par exemple, il aurait voulu revenir au gouvernement, mais on a mis Bienvenue Liota. Donc, tout ça, ça les a frustrés. Merci. Et c'est ça les vraies raisons. Parce qu'ils n'ont pas de divergence de fond. Alors, il fallait bien trouver. On dit non, Kabila veut réviser la Constitution. Donc, Joseph Kabila n'a jamais... Nous connaissons d'ailleurs même pas autre chose que son désir de respecter la Constitution. Merci beaucoup. Donc il ne faut pas confondre avec la libre expression. Moi, par exemple, Yves Kisombe, je pense qu'il est dans l'intérêt du Congo. Mais je ne sais pas si je serai... Je crois que je ne serai pas suivi, apparemment. D'accord. Alors, monsieur Papi Tamba, est-ce que le cadre... Je veux d'abord commencer par le canal. Le chef de l'État veut... Il y a des incertitudes. Hein. Il y avait des incertitudes. Je ne sais pas si à ce jour ça continue. Des incertitudes sur l'organisation de l'élection présidentielle en 2016. Alors, pour lever toutes ces incertitudes, est-ce que le canal communiqué avec la MP, c'était le choix idéal? Deuxième chose, c'est le peuple congolais qui a élu le chef de l'État. Et que si le chef de l'État avait quelque chose à communiquer au peuple, ce n'est pas Kingakati. Voilà un peu ce que l'opposition pense aujourd'hui de la communication du chef de l'État dernièrement à Kingakati. Monsieur Floride, permettez-moi de faire un peu la politique comparée. Vous allez en France, aux États-Unis, partout. Lorsqu'il y a une matière... qui divise la nation, et il y a beaucoup d'intox. Je crois que le président de la République, en France, parlons de la France, reçoit les députés de sa famille politique à l'Élysée. Il communique avec eux, et de là, ça va maintenant essayer de dégager des options à suivre. Moi, je vais un peu renforcer ce qu'Yves a dit tout à l'heure. Pourquoi voudrait-on qu'en RDC, qu'on ne réfléchisse plus sur l'avenir de nos institutions? Vous prenez l'Union européenne, vous prenez les États-Unis d'Amérique et le Canada réunis. Il n'y a que deux États, qui aujourd'hui limitent le nombre de mandats présidentiels, notamment la France et les États-Unis d'Amérique. La France, sous la Ve République, c'est 50 ans après qu'ils l'ont limité. Les États-Unis, ça 63 ans après. Mais aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, le débat est ouvert, pas par le président Obama, par certains républicains comme aussi certains démocrates qui considèrent qu'il n'est pas logique que Bill Clinton à 52 ans, encore jeune à 52 ans dans la politique, avec beaucoup d'expérience, puisse tout simplement ne plus exercer les fonctions présidentielles alors que c'était l'âge où il pouvait encore donner des choses aux États-Unis d'Amérique. Et on considère que le président Obama aura 54 ans. Il aura 54 ans lorsqu'il va arriver à terme de son mandat. Les gens pensent qu'avec les 2 mandats, il a pu accumuler d'autres expériences et avec la jeunesse dans la politique, il pouvait encore... Ça, ce sont les Américains, républicains comme démocrates. À votre avis, les débats... C'est quoi la raison fondamentale de vouloir délimiter le mandat d'un président aux États-Unis? Puisque vous êtes en train de parler du cas des États-Unis. Mais je vous ai donné les raisons ici. Je lui ai dit qu'il y a certains Américains qui pensent qu'avec la jeunesse, ces 2 présidents que j'ai cités, ils avaient encore des choses à offrir à leur pays et que c'était injuste de pouvoir limiter le nombre de mandats. Aujourd'hui, en France, il y a quelqu'un qui a lancé le débat depuis 2008 même, qui s'appelle Arnaud Montebourg, et petit à petit, il y a un effet d'entraînement où les gens pensent que la Ve République ne suit plus les pas de l'évolution. Il y a un débat ouvert, déjà même dans les milieux universitaires, où on pense qu'il faut passer à la 6e République. Comprenez que nous parlons de la 5e République. La France, en 226 ans d'existence en tant que république, a révisé sa constitution 15 fois, pas révisé, a changé sa constitution 15 fois. C'est une moyenne d'une constitution tous les 13 ans. Ça, c'est en France.
On n'empêche à personne de réfléchir. Comme aussi on n'empêche à personne de réfléchir aux États-Unis d'Amérique, mais on n'impute pas les réflexions des uns aux autres à leur président. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi maintenant, je vais dire l'escroquerie. L'escroquerie maintenant, c'est que la réflexion soit permise quand on est opposant, pour réfléchir dans le sens inverse, mais quand on est de la majorité, ce n'est plus permis de réfléchir. Quand vous réfléchissez, on va essayer de vous taxer de tous les noms d'oiseaux. Mais les opposants, nous les voyons continuellement à la télé, en train de réfléchir, mais dans le sens inverse. Mais ces gens-ci, demain, ils prenaient les pouvoirs, mais ils vont nous empêcher à nous autres de réfléchir, puisque, étant opposants, ils manifestent déjà la dictature. Ce qui est très grave. On accuserait plus la dictature peut-être à ceux qui dirigent. Or, aujourd'hui, ceux qui dirigent acceptent les débats des avis contraires des autres. Voilà, mais ceux qui sont dans l'opposition ne veulent même pas débattre de ces sujets. En tout cas, en ce qui me concerne, ça c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, ce n'est pas le point de vue du chef de l'État. Je pense que pour l'intérêt supérieur de notre pays, et pour des raisons peut-être nous pourrons évoquer dans le cadre de notre émission, je pense que le chef de l'État, Joseph Kabila, a encore des choses dans les 2-3 ans à venir, comme l'a dit Yves Kissombe, à offrir à notre pays. Ça, je le pense. Alors, on ne me taxe pas de quoi que ce soit. Très bien dit. J'ai la liberté de penser, comme a chanté Florent Pagny, vous ne me volerez pas ma liberté de penser. Merci. Voilà. Mais si vous avez cette liberté, elle est reconnue à tout le monde, mais pourquoi vous faites des choses de façon subtile? Vous avez envie d'avoir une nouvelle constitution. Il faut le dire. Parce que quand vous déposez une loi, une proposition de loi pour le changement de la constitution, vous avez peur de dire la vérité. Vous dites tout simplement, c'est parce que le pays a besoin d'avoir une loi référendaire. Alors qu'en sourdine, l'objectif, c'est de réviser la constitution. Là, vous avez peur. Vous utilisez des termes que je ne comprends pas, des termes comme peur. Vous voyez des gens avoir peur sur ce plateau? Nous n'avons peur de rien, et pourquoi devrions-nous en avoir même? Alors, ce que je dis ici, c'est qu'en démocratie, quand le peuple confie un mandat à une famille politique, le peuple lui donne le pouvoir du vouloir et de faire en son nom. C'est ça la démocratie. Je donne un exemple simple. Quand Sarkozy arrive au pouvoir en France en 2007, il prend une décision de dire, franchement, à chaque fois qu'il y a grève dans ce pays, le pays est paralysé. Il faut qu'on instaure ici un service minimum. Si certains veulent aller en grève, il faudrait quand même que les bus continuent à transporter les gens qui ont besoin, qui ont envie d'aller travailler. Le droit de grève est un prescrit constitutionnel en France. Mais Sarkozy, en 2007, quand le peuple lui a confié le mandat de gérer la France, a changé ça. Parce que quand on a le pouvoir dans une démocratie, on a le pouvoir de vouloir et de faire pour le peuple. Ça, c'est une chose très importante. Mais ici, chez nous, les liens, c'est que 2011, 28 novembre, les Congolais ont donné à Joseph Kabila un mandat de 5 ans. Pourquoi faire? Pour réformer ce pays, pour faire évoluer ce pays vers de bonnes choses. Il est tout à fait naturel qu'un certain nombre de lois soient mises, non seulement mises sur chantier, mais aboutissent à des réformes fondamentales dont nous avons besoin dans tous les secteurs de la vie. Oui. Ça, c'est une chose. Maintenant, je ne vais pas parler de ça parce que vous me posez une question tendancieuse et je vais vous répondre. Mes amis ont dit tout à l'heure que c'était leur point de vue, c'est le mien aussi. Je crois qu'il est venu le temps dans notre pays de réfléchir à l'évolution de nos institutions. Le peuple, c'est lui véritablement le patron. C'est le peuple qui est le chef. C'est le peuple qui peut tout.
Si le peuple décide, dans le cadre d'un référendum par exemple, que nous avons besoin d'une autre constitution, c'est le peuple qui l'exprimera. Voyez? Et ça, c'est démocratique. On ne peut pas empêcher qu'un homme, qu'une femme, qu'un jeune, qu'un vieux dans ce pays puisse réfléchir à comment sera la République démocratique du Congo dans un mois, dans un an, dans 6 ans. Non. Moi, je pense que le débat d'aujourd'hui, c'est le débat de la vérité. Je suis d'accord avec vous. Eh bien, la vérité, c'est que le peuple a besoin de 2 choses. La première? De comment manger. Ça, on le sait. Vous ne le savez pas beaucoup. Allez-y rapidement. C'est comment se soigner, comment envoyer les enfants à l'école, comment avoir du travail, et comment avoir de la sécurité. Ça, c'est les premiers éléments. Et depuis tout à l'heure, mes amis se sont efforcés pour vous montrer combien le gouvernement de Joseph Kabila se bat pour apporter tant soit peu de réponses à toutes ces questions. Mais la deuxième chose que le peuple veut, c'est que nous soyons un pays souverain qui fonctionne en épousant les contours de son temps. Merci. Et pour épouser les contours du temps, nous devons faire en sorte que nous soyons comme les autres, c'est-à-dire avec des institutions fortes. Or, pour que les institutions soient fortes, il faut que les textes aussi soient adaptés à la volonté du peuple. Donc, c'est pour dire que si demain, le peuple de ce pays prend la décision de changer la Constitution, il aura raison parce que ça sera une manière pour lui d'adapter ce pays au contexte du monde d'aujourd'hui. Alors même s'il y a aujourd'hui un besoin au sein de la majorité présidentielle de réviser la Constitution, j'ai comme l'impression que ce n'est plus pareil parce que le chef de l'État a tranché. À Kingakati, il a dit qu'il conduirait la MP à des victoires futures. La bataille, ce sont les élections. C'est déjà tranché qu'en 2016, c'est fini, les élections. Monsieur Floride, moi je ne suis pas un commentateur de rumeurs et de spéculations parce que tout ce qui s'est dit autour de la révision constitutionnelle, des ambitions des cadres de la majorité de vouloir réviser la Constitution, la Constitution relève de la simple rumeur. Je pense ici que la majorité présidentielle, avec son autorité morale qui se trouve être le président Joseph Kabila, a une mission de donner le bonheur au peuple congolais. Et je pense que c'est l'essentiel. Maintenant, la conséquence, nous devons tirer les conséquences. C'est quoi? Nous devons au dialogue pour nous dire des vérités. Parce que ici, le dialogue est indispensable pour moi. Et je pense aussi pour la CENI. Pour éviter des problèmes après l'organisation des élections, nous devons enrôler les nouveaux majeurs. Les nouveaux majeurs, on les trouve dans l'opposition, on les trouve dans la société civile, on les trouve aussi chez nous. Dans nos différentes familles, il y a des nouveaux majeurs. C'est un droit constaté par la Constitution. L'honorable Yves Kissombe l'a dit. De même manière que l'opposition nous demande de respecter la Constitution, je pense que cette volonté aussi vaut pour la même opposition. Nous devons respecter la Constitution, comme l'a toujours dit le camarade secrétaire général de la majorité présidentielle, le président, l'honorable président Obia Minakou, que nous devons respecter la Constitution en commençant du premier article au dernier article. Nous devons dialoguer, nous dire des vérités, voir quels sont les problèmes qui peuvent advenir si jamais on organisait des élections sans tenir compte des réalités actuelles en face de nous. Voilà. Et c'est ça le rôle de l'élite. C'est l'élite qui dirige la masse et aujourd'hui nous considérons que je crois fermement aux intelligences de l'opposition que nous devons converger autour du dialogue. Et il faut organiser des élections, mais des bonnes élections, pas des élections pour les élections. On a fini cette émission, je vous donnerai à chacun 10 secondes pour terminer cette émission. Un dernier mot, qu'est-ce que la population doit conclure par rapport à la création de ces défenseurs, ces gardiens de dogme de la majorité ou de la révolution de la modernité? Les 7 gardiens que nous sommes, nous ne sommes pas nécessairement les seuls. Il y en a. Le président de la République est lui-même gardien du dogme de la révolution de la modernité, parce que c'est sa vision, et tous les autres. Mais nous sommes 7, et nous nous retrouvons pour faire notre travail, pour faire notre
travaille dans l'engagement qui est le nôtre. Et donc, il m'appartient de dire ici que les arguments de l'opposition, c'est de la foutaise. Merci beaucoup. Voilà, simplement. La vérité, c'est la poursuite d'intérêts égoïstes en complicité avec des intérêts impérialistes extérieurs. Merci On beaucoup. veut abattre, et d'ailleurs dans tous les sens du Merci. terme, le président Kabila, Merci, parce Yves. qu'il conduit le Congo vers son émergence. Et le monde, un certain monde en tout cas, n'en veut pas. Et nous sommes là pour défendre notre pays. 10 secondes. Vous savez, M. Floride, Lumumba à son temps était victime de beaucoup de mensonges sur sa personne. Ça l'a conduit jusqu'à la mort. Et les Congolais aujourd'hui continuent à pleurer Lumumba. Il y a une particularité, c'est que Lumumba n'avait pas les 7 gardiens. Il n'avait pas des gens qui étaient prêts à s'engager jusqu'à sans limite à son profit. Aujourd'hui, qu'il les sache, les 7 gardiens sont déterminés à rétablir la vérité partout où il y a les mensonges. On ne laissera pas les mensonges prospérer dans l'opinion. Très bien. On laisse le pasteur Makolo Katambola finir également. 10 secondes. Ce que je dis aux uns et aux autres, c'est que vous soyez de la majorité, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la société civile, si vous êtes citoyen de ce pays, vous devez vous battre de toutes les fibres de votre chair pour défendre les institutions de la République. Et si quelqu'un vient d'un coin comme d'un autre du monde pour vous demander de contredire la vision de la défense des intérêts des institutions de votre pays, vous devez dire non. Merci. Et nous disons non dans le cadre de cette famille que nous mettons en place. Merci beaucoup. Serge Kadima, on finit avec vous. La communauté internationale ne s'intéresse pas aux Congolais. Elle s'intéresse au Congo, au sol et au sous-sol. Peuple congolais, soyez vigilants. Il est grand temps que nous puissions prendre conscience que nous devons vivre dans notre pays, dans toute quiétude. Nous devons jouir de nos richesses. Nous devons nous parler, voir comment on peut partager pour que nous puissions exploiter efficacement, de manière efficiente, nos richesses, afin que nous puissions y vivre les bonheurs. Il y a des problèmes dans tous les pays du monde. Et je pense qu'il est grand temps que nous puissions parler de nos propres problèmes autour du dialogue. Et nous allons dialoguer, nous allons organiser des élections, comme l'a bien dit le président Joseph Kabila. Fin des citations, cette émission est finie. Merci à Papi Tamba, merci au pasteur Makolo Katambola, merci à Serge Kadima et également à Yves Kissombe d'avoir répondu à nos questions. Sortie officielle, c'est quand? Parce qu'on sait que la dynamique existe. C'est déjà la Bien. officielle. Merci Mais beaucoup. vous suivrez. Merci beaucoup. Cette émission est terminée, grand plateau spécial. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.